Bon, table ronde numéro 3, la consigne et le réemploi. Là aussi, c'est compliqué à mettre en œuvre. Il faut organiser des filières, mais et si finalement c'était la meilleure alternative? Donc, on va commencer par un cas concret. Évidemment, ce n'est pas une grosse filière qui a été organisée, mais c'est intéressant. À l'échelle locale, la maison Gabory, avec un réemploi de bocaux de verre. La maison Gabory, c'est une ferme à l'origine créée il y a une quarantaine d'années, une ferme bio qui élève des jersiaises, adossée également à une laiterie. Donc tout ça, c'est la même boutique. Maison Gabory, donc trois associés, frères et sœurs. 660 000 litres de lait produits à la ferme, 5 millions de litres transformés par la laiterie, et donc commercialisation vers les magasins spécialisés et bio, ainsi que vers la restauration collective. Vous avez environ un tiers des volumes écoulés chez vous qui sont dans des contenants verts, 2 tiers dans des contenants plastiques, et vous avez lancé un test, Hélène Gabory, pour le réemploi de vos bocaux verts. Vous étiez parti vers des pots de 125 grammes et ça a finalement évolué. Racontez-nous ça. Oui, bonjour à tous déjà. Très heureuse de participer à ce partage d'expérience. Donc, nous, on est parti sur nos petits pots de 125 grammes que vous devez, des pots standards que vous retrouvez un peu, voilà. Et 3 objectifs liés à ce test qu'on a fait dans des magasins bio sur Rennes. Savoir l'appétence du consommateur, entre autres, sur ce petit format. Est-ce que le consommateur va pouvoir revenir? La faisabilité technique, aussi du lavage. Voilà, est-ce que ça peut fonctionner? Et le 3e point, c'était l'équilibre économique sur ce petit pot. La question principale, parce qu'on s'en doutait déjà à l'origine, avant l'expérience, c'est que l'équilibre économique sur un tout petit pot serait compliqué, et ça a été le cas, puisque les charges fixes sont très fortes. Voilà. Sur la faisabilité technique, nous, on a eu aussi notre perculage pour sceller le pot. Il y avait des résidus sur le pot du début, vous voyez au-dessus, ce qui fait que au niveau de tout ce qui est le lavage du pot, on ne pouvait pas récupérer ces pots individuels. Et le 3e point, l'appétence du consommateur, enfin sa capacité à rapporter des si petits pots. Là, par contre, on a été très agréablement surpris. On a eu un retour plutôt conséquent par rapport à l'ensemble des acteurs qui participaient à cette expérience. En tout cas, ce n'est pas du 100% évidemment. Néanmoins, c'est très encourageant par rapport à cette expérience de retour. Donc si je résume. Si je résume, in fine, nous, la Maison Gabory, on ne va pas se lancer sur le pot de 125 grammes en réemploi parce que ce n'est pas concluant. Donc, ça nourrit toute cette expérience-là, néanmoins, a fortement nourri notre réflexion. Et on était aujourd'hui plutôt parti sur le format un format 400 grammes. Conséquent, plus conséquent, qui là, au niveau de la faisabilité technique, c'est faisable, voilà, au niveau du lavage. Et sur l'équilibre économique, écoutez, là, maintenant, c'est aussi des réflexions à attendre avec l'ensemble, parce que c'est un surcoût. Il y a un surcoût qu'aujourd'hui, voilà, ça lié à des études qu'on fait aussi en interne. Les consommateurs sont aussi prêts, on le sent quand même par rapport à cette notion du réemploi. On le voit par rapport aussi à ce retour test. Donc, il y a plein d'éléments positifs, même si nous, sur nos petits formats, ça n'a pas été concluant. Mais il y a eu un énorme apport concernant la connaissance sur les cahiers des charges que chacun des acteurs sur la notion du réemploi a besoin. Et ça, aujourd'hui, nous, on en est satisfait. Oui, si je résume, donc pour les pots de 125 grammes, les consommateurs répondaient très favorablement, ils étaient très actifs. Par contre, techniquement, ça posait un problème à cause du nettoyage des opercules. Et puis, il y avait l'histoire du coût. Pour les pots de 400 grammes, donc, cette question technique va être levée puisqu'il s'agit d'un couvercle twist, c'est ça, qui se ferme, qui se visse. Oui, c'est ça. Alors après, il y a d'autres contraintes techniques qu'il va falloir plusieurs questions au niveau technique avec le lavage. Donc là, on est en phase test aussi avec Bout à Bout pour essayer de voir si ce pot que l'on a choisi, je
je ne dirais pas qu'aujourd'hui, c'est un standard dans le sens, ce n'est pas un standard sur le réemploi, parce que ça n'existe pas. Et aujourd'hui, beaucoup d'acteurs se mettent en marche pour essayer d'évaluer des standards. C'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est plutôt posé sur le 1 litre. Donc là, on est toujours dans cette réflexion. Et on est plutôt sur cette phase de se dire, faisons, avançons, et puis et on verra si c'est possible. Voilà. Aujourd'hui, nous, on va lancer ce pot, un pot de 400 grammes sur une gamme de produits laitiers. Et puis, c'est en faisant qu'on va voir si ça fonctionne ou pas. Et si ça ne fonctionne pas, et le temps qu'un standard sur un pot 400 grammes se mette en place, on aura étudié, on aura pu aussi avancer et répondre à toutes les questions, parce qu'elles sont nombreuses. Alors, vous faites ça, vous allez faire ça justement avec Bout à Bout, une association qui tente de structurer et gérer les filières de consigne. Une association de 6 collaborateurs. Vous êtes la coordinatrice, Célie Coucher. Oui, bonjour. Vous travaillez donc avec la Maison Gabory, mais aussi avec les coteaux nantais. Oui. Bon, pour vous, le réemploi, ça a de l'avenir. Vous me disiez au téléphone, c'est le sens de l'histoire, carrément. Comment ça va s'organiser déjà là, pour la Maison Gabory? Vous en êtes où là, en fait? Oui, alors peut-être pour resituer un petit peu, donc Bout à Bout existe depuis 2017 et a pour objectif donc de structurer, développer et opérer une filière de réemploi de contenants alimentaires en verre en Pays de la Loire. Donc on a commencé par les bouteilles, donc avec une expérience aujourd'hui de 4 ans, quasiment 4 ans. Et on a aujourd'hui 150 points de collecte. Et en 2020, on a permis le réemploi de 200 000 bouteilles. Et nos projections pour 2021 sont autour de 1 million de bouteilles pour l'instant. Donc, on a vraiment bien avancé sur les bouteilles. Et pour les bocaux, la filière est un peu moins mûre parce que les problématiques techniques étaient différentes. Donc, on a essayé de ne pas se disperser au départ. Donc là, on s'y attelle maintenant sérieusement. Et on a une personne qui nous a rejoint spécifiquement pour ça. Et donc, on a une expérimentation à venir avec les coteaux nantais en septembre. Et avec la Maison Gabory, parallèlement aussi, on travaille sur cette expérimentation bocaux pour lever encore les dernières questions techniques et organisationnelles qui se posent encore aujourd'hui. Les produits et contenants les plus intéressants pour le réemploi, c'est les bouteilles et les bocaux. Hein. Oui, pour le réemploi, alors de manière, on peut réemployer énormément de contenants, mais nous, on se concentre sur les contenants en verre, donc bouteilles, bocaux. Ouais. Qu'est-ce qui coûte cher dans le réemploi? Alors, le lavage, il y a des coûts fixes de lavage, mais je dirais qu'au démarrage de la filière, ce qui coûte le plus cher, ça va être la logistique. Donc, il y a vraiment un enjeu assez fort à mutualiser et optimiser la logistique pour réduire ce coût du réemploi. Et plus il y aura d'acteurs engagés, moins le coût sera élevé pour ces acteurs, puisqu'on pourra optimiser un maximum. Ouais. Quelles sont les conditions à réunir pour organiser une filière? Bon, une filière, ça s'organise forcément sur un rayon réduit, j'imagine. Allez, 150 km grand max, peut-être moins même. C'est ça, ouais. On a une étude de l'ADEME qui montre le rayon dans lequel c'est intéressant de privilégier le réemploi par rapport au recyclage, justement pour limiter l'impact du transport. Et donc voilà, on est sur une échelle, globalement, on est sur une échelle régionale. Alors, les coûts spécifiques, c'est d'abord commencer par avoir la bonne bouteille et le bon bocal, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, au niveau technique, il y a la problématique, on en a parlé un petit peu de l'étiquette. Donc, il faut une étiquette qui est conçue pour s'enlever en solution de lavage, mais qui ne va pas, par exemple, s'enlever, là, je pense à la bouteille, dans un seau à champagne ou dans un frigo. Donc, c'est assez contradictoire et assez technique, mais donc, il faut une étiquette spécifique pour ça. Là où auparavant, on avait dans les filières de consigne traditionnelles, une étiquette papier avec de la colle. Donc, on est dans un contexte technique différent qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, on a des solutions qui se mettent en place. Là, on est sur une expérimentation en ce moment d'1 année sur ces adhésifs hydrosolubles, mais les solutions existent et aujourd'hui, elles nous permettent d'avancer. Donc ça, des étiquettes qui se décollent à l'eau chaude, mais pas à l'eau froide. À l'eau chaude, alcaline, ouais. Donc, dans une solution alcaline chauffée. Donc, voilà, c'est une solution. On a des solutions aujourd'hui qui sont satisfaisantes là-dessus. Donc, c'est le premier frein qui a été levé. Ensuite, il y a la partie contenant. Donc, il faut des contenants qui résistent à plusieurs rotations. Il faut pas, pour éviter les problèmes de casse qui ont pu décourager certains acteurs du vignoble nantais qui pratiquaient encore la consigne il y a quelques années. Donc, il faut des contenants qui sont prévus pour plusieurs rotations. Et il se trouve qu'en France, comme on a abandonné le système de consigne ces dernières années, les bouteilles se sont adaptées à un usage unique. Donc, on les a allégées pour que leur impact soit moindre, ce qui fait sens. Mais aujourd'hui, pour le réemploi, donc, il faut repartir sur des modèles un peu plus lourds ou alors partir sur des modèles qui sont des standards qui sont aussi utilisés en Allemagne et en Belgique pour la consigne, par exemple. Il vous faut des modèles qui
puisse être fabriqué par plusieurs verriers différents Oui. de façon à sécuriser la peau. C'est ça. Si on part sur une standardisation qui est absolument nécessaire pour déployer rapidement une filière de consigne à l'échelle nationale, donc c'est vraiment ce qui va permettre de réduire les coûts logistiques et d'aller beaucoup plus vite, ça va être la standardisation des contenants. Et si on parle de standard, il faut forcément sécuriser l'approvisionnement en travaillant avec différents verriers sur ces standards. Ça c'est important. Parce que s'il y a une rupture à un moment donné chez un verrier, on est complètement coincé avec notre standard. Ouais. Je reviens sur les étiquettes, donc les étiquettes hydrosolubles. Là, une question de Dominique Hervouette. La nouvelle réglementation contre les cols minérales devrait peut-être faciliter la consigne, suggère-t-elle, puisqu'à partir de 2022, col végétal obligatoire. Oui. Donc les adhésifs permanents assez chimiques sont en général pas bon ménage avec la consigne. Donc ça va probablement faciliter les choses sur le lavage. Les autres conditions à réunir, donc organiser donc une gestion collective qui soit bien organisée, j'imagine. Oui. Donc ça va de soi. Et puis peut-être arriver à un seuil critique, ça c'est vraiment la grosse difficulté. C'est ça, c'est un métier de volume. Pour rentabiliser une filière, on situe le seuil entre 2,5 et 3 millions de contenants pour rentabiliser une filière. Donc en effet, c'est un métier de volume, et c'est pour ça que la logistique et le standard permettent de déployer beaucoup plus facilement et rapidement une filière rentable. Et notamment, il y a aussi un sujet important. On travaille en ce moment avec le réseau national, le réseau consigne, pour la standardisation de nos contenants entre les filières territoriales, pour justement aller beaucoup plus vite dans l'extension de la consigne au niveau national, parce qu'on va pouvoir récupérer non seulement les contenants qui sont produits dans d'autres régions, mais les contenants de la gamme standard qui sont produits aussi dans d'autres régions et qui sont consommés dans notre région. Donc, pour éviter d'aller collecter à l'autre bout de la France des bouteilles, on remettrait ensuite aux producteurs de notre région. Les régions où elles sont consommées vont les conserver, les collecter, les laver et les revendre à des producteurs locaux. Donc, ça permet de toucher un très grand nombre de contenants beaucoup plus rapidement. D'accord. Chez Biocoop, on vise le réemploi à échelle industrielle. Nicolas Dauvé, bonjour. Vous êtes chargé de recherche et développement emballage, donc chez Biocoop. Alors, sur les 700 magasins Biocoop, il y en a 80 qui ont un point de collecte. Et là, donc, 8 articles pour l'instant sont concernés, donc des liquides. Là aussi, le réemploi, comment vous l'organisez chez vous? Aujourd'hui, on l'organise en s'appuyant effectivement sur des partenaires locaux, et sur les Pays de la Loire, c'est Bout à Bout notre partenaire, et qui a permis du coup l'installation de plus de 30 points de collecte sur les Pays de la Loire. On a quasiment 100% des magasins sur la Loire-Atlantique qui sont devenus points de collecte, donc c'est un travail qui a débuté maintenant il y a quelques années, et nous on veut le porter plus loin, plus haut, et donner une dimension, comme le disait Célie, nationale, ou comme le disait Maison Gabory. Le réemploi n'existera et ne perdurera que s'il a une dimension nationale demain, et pour ça passe par des sujets de standardisation, pour qu'on ait tous les mêmes standards et qu'on la joue collectif et pas individuel. Et puis pour nous, dans le réseau, ça veut dire aussi installer des points de collecte. Il y a des gros enjeux sur les questions logistiques, Céline l'a abordé, c'est le modèle économique qui est en jeu, mais aussi le modèle économique de nos magasins qui n'ont pas forcément des surfaces immenses de stockage. C'est aussi le taux de collecte, parce que le réemploi ne sera performant d'un point de vue environnemental et économique que si on a des très bons taux de collecte, un retour des clients. Et on a la chance chez Biocoop, et on l'a vérifié dans des expérimentations comme celle que citait Maison Gabory, d'avoir des consommateurs militants, motivés et qui sont prêts à nous rapporter les emballages. Oui, on n'est pas encore arrivé dans le dur, là, finalement, parce que tant qu'on est dans les Biocoop, on a des consommateurs qui sont volontaires, qui sont parfois militants, en tout cas, qui sont déjà sensibilisés. Oui, vous avez raison, mais c'était déjà ces consommateurs militants qui ont poussé le développement du vrac chez Biocoop il y a plus de 20 ans. Et je pense que demain, ces consommateurs militants infuseront leur militantisme à d'autres consommateurs, et qu'on retrouvera la consigne dans la GMS, mais il faudra un petit peu plus de temps que chez nous, je pense. Mais en tout cas,
c'est quelque chose de faisable et c'est ce que l'on veut montrer. Et c'est pour ça qu'on a lancé et débuté les travaux au national sur les produits à marque de Biocoop, les produits sur lesquels on est donneur d'ordre, pour montrer à beaucoup que c'est faisable, possible, et que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de coordination et du collectif, mais c'est jouable. Et vous voulez donc lancer ça, vous nous l'avez bien dit, hein, le réemploi, c'est à très grande échelle, donc l'échelle nationale, mais c'est toujours de façon locale que ça s'organise, on est bien d'accord? Exactement, c'est tout le travail qu'on peut coordonner au niveau de la coopérative, avec l'aide de Réseau Consigne, entre autres. C'est de coordonner toutes ces initiatives locales qui permettent le réemploi aujourd'hui et hier, et qui permettront une échelle nationale avec des réseaux locaux de réemploi. Et comme l'a si bien dit Célie, ne pas faire voyager des emballages sur des distances incroyables, où on ferait traverser la France à un emballage vide. C'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est de la collecte, de la réutilisation locale, des emballages en verre. Ouais. Les différentes étapes du réemploi, bon, vous êtes sur la même ligne évidemment que Céline Couchet. Qu'est-ce que vous avez observé sur les freins éventuels que vous avez pu rencontrer? À quel niveau ça se situe surtout? On va revenir sur des thématiques qui ont déjà été évoquées. Aujourd'hui, les freins, ils sont nombreux et on les découvre parce qu'on est à un lancement. Mais il y a le premier frein de la standardisation. Déjà, se mettre d'accord sur des modèles communs à tous, que ce soit metteur en marché, distributeur, laveur, c'est un gros travail. Et ce point, on doit vraiment accélérer si on veut passer à l'échelle supérieure. En tout cas, c'est ce que l'on soutient et ce qu'on veut pousser. C'est vraiment le premier frein. Et ça permettra d'aller voir nos producteurs avec un cahier des charges très clair de ce qui est attendu pour la partie d'emballage, soit le contenant, l'étiquette, le bouchage, et que ces conditionneurs n'aient pas à réfléchir, à coordonner leur conception sur la partie emballage. Voilà ce que l'on veut faire, c'est les aider à traduire leur volonté de rentrer dans le réemploi en solutions techniques très concrètes, sans qu'ils aient à faire le tour de la France pour savoir comment on fait dans chaque région. À chaque fois, dans chaque région, vous vous appuyez sur un interlocuteur. C'est très important d'en avoir un seul. Oui, effectivement, on a aujourd'hui 9 acteurs comme bout à bout à travers la France qui nous permettent de couvrir plus de 42% du territoire avec une solution qu'on propose à nos magasins. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui chez Biocoop, il y a 300 magasins qui ont la possibilité de rejoindre un acteur du réemploi local. Aujourd'hui, on vient de débuter, donc il y a 80 points de collecte qui sont en place, mais notre objectif d'ici 2023, c'est que 100% des magasins Biocoop puissent avoir un point de collecte en place. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet éclairage fort intéressant. Il y a une autre initiative, enfin d'autres initiatives. Nous avons Petrel, par exemple. Donc, vous êtes une société, une entreprise. Je ne sais pas si je dois vous présenter comme une start-up. Hugues Pelletier, vous êtes le Chief Executive Organizer, je ne sais pas comment on dit. L'animateur, non, l'animateur. En tout cas, le patron de Petrel, fondateur. Et donc, vous intervenez surtout auprès des distributeurs et des grandes entreprises pour organiser donc des filières de réemploi des contenants. Et vous avez, alors il y a ce projet UpVrac qui a été lancé avec 6 industriels et producteurs, dont d'ailleurs certains sont d'ici, qui viennent livrer en Île-de-France. J'essaie de résumer très sommairement, mais en gros, si j'ai bien compris, une société de livraison récupère les emballages, les rapporte à Rungis où ils sont nettoyés pour être réemployés. Les fournisseurs, quant à eux, ils arrivent avec tout ce qu'ils ont à vendre à un point centralisé qui se trouve, lui, en Seine-et-Marne, et c'est là que sont organisées les tournées. Bon, en gros, je vais essayer de me préciser un petit peu tout ça, de nous expliquer comment ça marche. Exactement. En fait, ce qui est intéressant pour faire le lien en fait, entre ce qui vient d'être dit sur le réemploi des emballages en B2C, c'est-à-dire avec les consommateurs finaux qui sont en train de se développer avec l'expérience de la Maison Gabory, que je trouve très intéressante sur une dimension régionale, et puis aussi la conférence qui a eu lieu juste avant sur le vrac, qui disait comment on développe le vrac. Et là, nous, on a eu un raisonnement en disant comment on peut faire du réemploi d'emballage, mais un B2B, c'est-à-dire que entre les industriels et les magasins. Là, vous êtes sur la montée.
On est sur l'amont, exactement, en B2B. Mais ça aussi, parce qu'on a tous un objectif final qui est de diminuer, de réduire tout ce qui est emballage à usage unique. Donc pour ça, il faut trouver des solutions, soit vis-à-vis du consommateur final, d'accord, c'est B2C, et aussi en amont. Et c'était un échange que j'avais eu donc, il y a 1 an et demi avec Célia Renson du réseau VRAC, en disant, tiens, comment on peut essayer de transformer la filière? Parce qu'en effet, un client un consommateur qui va dans un magasin VRAC, c'est pour ne pas avoir d'emballage. Mais ça n'a pas de sens de se dire qu'entre les industriels qui produisent et les magasins, eh bien, ces emballages vont partir, c'est des cartons, des plastiques qui partent à la poubelle ou au recyclage. Donc, on s'est dit comment on peut monter une chaîne en fonctionnement qui va faire en sorte qu'on va aller chercher donc, différents industriels qui vont regrouper sur un centre, là, qui est à côté de Paris et en Seine-et-Marne, où là, on va transvaser dans des emballages plastique, et pour le coup, c'est du plastique qui est fait pour l'alimentaire. Donc, le verre est une solution efficace, mais ce n'est pas la seule. On peut aussi, dans certains cas, avoir des emballages métalliques, en inox ou en aluminium, là aussi en plastique, parce que c'est des plastiques qui fonctionnent bien. Et en fait, l'idée, c'est ces plastiques, une fois remplis, eh bien, on a trouvé un opérateur qui vient le livrer chacun des magasins. Et donc, des magasins, dans les magasins de vrac, ils viennent remplir des trémies. Et au moment où ils livrent ces magasins, ils récupèrent les emballages vides de la fois précédente pour les ramener chez un partenaire à Rungis, chez Pornobac, où ils sont nettoyés de manière industrielle avant d'être remplis à nouveau. Donc là, ces emballages, on les fait tourner, on les fait fonctionner de manière circulaire en B2B et finalement, donc nous, notre rôle, c'était d'intégrer, c'est-à-dire mettre un peu les acteurs autour de la table et organiser pour justement que cette logistique devienne opérationnelle. Et une fois que c'est devenu opérationnel, eh bien, nous, on est à l'opérateur, c'est-à-dire qu'on a une solution digitale qui permet de suivre au quotidien où sont les emballages, d'accord, la logistique de retour des emballages, aussi éventuellement quand il y a de la consigne, de gérer la compensation financière, les flux financiers. On a aussi des remontées, par exemple, on a des questionnaires pour des magasins qui remontent des avis sur le produit et sur les emballages, donc des questionnaires de satisfaction. Et en plus, on rajoute des éléments pour calculer l'impact écologique. D'accord ? Donc, tous ces éléments-là sont au service dans ce projet de filière B2B, mais dans d'autres, elles peuvent très bien être aussi au service de problématiques B2C. Et ce qui est important, c'est que aussi les types d'initiatives se développent et toujours avec une triple dimension. Je suis complètement en ligne avec ce que disait Hélène Gabory. Partons du consommateur, du client, quel est son besoin, son parcours client, sa facilité d'utilisation. Ensuite, tout ce qui est faisabilité technique. Et là aussi, je suis aligné avec Célia et Nicolas qui disent il faut des standards, et ça, c'est au niveau national, d'accord, pour pouvoir gérer des emballages, les développer, passer à des volumes. Et ensuite, par contre, il faut opérer au niveau régional. Et sur des boucles régionales, quitte à faire venir peut-être des produits de loin, mais les reconditionner ou les refaire tourner après en régional et garder ensuite le stock d'emballage standard le plus régional dans des boucles régionales pour éviter de leur faire des kilomètres. Et ça, c'est cette double dimension qui est super importante pour, à terme, justement, assurer des modèles viables sur le plan à la fois économique et écologique. Et les modèles viables dépendent avant tout des volumétries, des volumes. Donc, c'est important, stratégique de passer à des très, très gros volumes. Donc, comme ça paraît de millions, ça commence à me plaire, d'emballage. Et il faut être là-dessus, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Si on fait truc avec des centaines de bouteilles, des milliers, on n'y arrivera pas. Mais par contre, ça peut être la somme d'acteurs locaux qui vont faire le million ou les millions d'emballages. D'accord ? Il ne faut pas se dire parce qu'on est une PME, etc., on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas de millions. Non, c'est parce qu'il y a des sommes de petits ruisseaux qui vont faire en sorte que la transformation se mette en place. Et ça, on reste au début de l'histoire, comme le dit aussi Célie, je crois que c'est le sens de l'histoire, ça me plaît bien ça, et il y a plein de trucs à faire. Voilà, et construisons ensemble ces projets. Alors, vous, UpVrac, en effet, c'est en B2C, bon, ça semble être quand même plus simple. B2B. Qu'est-ce que j'ai dit ? B2C, monsieur. Ouais. Vous travaillez donc avec 6 partenaires seulement, donc ça réduit forcément, puis en plus des partenaires militants qui sont demandeurs. Donc tout ça, ça peut être organisé. On peut supposer que c'est plus simple à organiser que lorsqu'il s'agit de mobiliser des consommateurs. Et du reste, ce ne sont pas des gros industriels. Est-ce que ce sera envisageable avec des partenaires économiques, des grosses entreprises agroalimentaires, où ça paraît tout à fait absurde ?
Alors, donc déjà, dans le projet UpVrac, on est avec 6 industriels et 9 magasins. On va faire un point en comité de pilotage en 15 jours pour lui donner beaucoup plus de volume en région parisienne et ensuite le développer dans d'autres régions. Je serais ravi que ça puisse se développer en région de Pays de la Loire, par exemple. Et par ailleurs, je travaille là sur d'autres projets avec un partenaire qui s'appelle Loop. On travaille chez Carrefour avec des grandes marques comme Coca, comme Danone avec des yaourts, on parlait de yaourt tout à l'heure, du Tropicana, mais aussi des PME comme la Biscuiterie de Provence dans des emballages en inox. Et donc voilà, donc aussi, il y a une transformation qui se fait au niveau de la grande distribution et des grandes marques. Comme le dit Nicolas, il y a moins d'appétence, c'est plus dur, ce sera un peu plus long, mais aussi c'est là où les volumes seront juste incroyables et permettront aussi une vraie transformation. Donc, on a besoin d'acteurs militants qui lancent, qui sont des précurseurs et qui garderont en plus cette notion en disant on a été les premiers à le faire, mais la vraie transformation sera aussi quand les grands acteurs de ce qu'on s'appelle PGC, des produits de grande consommation, aussi basculeront. Et ça, c'est important, même si c'est la route. Alors justement, peut-être qu'on peut prendre 20 secondes pour parler du projet Loop, donc une trentaine de produits avec Carrefour, donc voilà, des emballages consignés. Vous gérez la logistique retour, le remboursement des consommateurs, la récupération des sacs. Bon, c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre. Expliquez-nous juste en quelques mots comment ça marche. Oui, l'idée, c'est un client qui passe sur sa commande sur carrefour.fr, il peut trouver une trentaine de produits de grandes marques, mais aussi quelques PME, et des produits de liquide, épicerie, des produits d'hygiène. Et il va payer quelques dizaines de centimes de plus, euros, pour avoir la consigne. Il va prendre aussi un sac qui est consigné. Et au moment de le livrer à domicile, le client va rendre au livreur les emballages consignés dans un sac de la fois précédente. Le sac est fermé, scellé. Et après, en le rendant au livreur, c'est le rôle de Petrel de gérer tout ce qui est logistique de retour, remboursement des clients, apport de consommateurs, support consommateur, et puis aussi les sacs qu'on a développés. On s'est dit, tiens, on ne va pas les mettre à la poubelle. Donc, bien sûr, on les récupère, on les envoie dans des centres pénitentiaires où ils sont contrôlés, nettoyés, repliés et renvoyés pour être réutilisés. Donc voilà, donc ça c'est opérationnel depuis un an. On a été un peu touché par le Covid quand même, mais c'est sans être idéal, mais c'est des choses qui doivent se développer, que ce soit en e-commerce, que ce soit en magasin, à la fois en B2C et en B2B, et puis par filière aussi. Et donc il faut le faire étape par étape et à travers des tests et des pilotes, mais toujours avec en tête de dire il faut passer à l'échelle. Merci beaucoup, Monsieur Pelletier, pour ces précisions. Je vois que vous êtes un peu complémentaire dans vos activités. Hein, c'est bien ça, vous n'êtes pas concurrent avec Célie. Célie, vous n'êtes pas concurrente de Hugues? Je laisse répondre Célie. Comme disait Hugues, Petrel est surtout sur la partie B2B et ensuite, parallèlement sur le projet Loop, avec des grandes marques qui ont des contenants plutôt propriétaires. Donc je dirais qu'on est complémentaires parce qu'on pilote une filière régionale de metteurs en marché qui adoptent les standards. Donc, pour moi, c'est très complémentaire. Et d'ailleurs, je suis intéressée par le projet UpVrac. On pourra en discuter. On en reparle, si. Merci beaucoup pour tous ces propos. Un petit point réglementaire maintenant avec Sylvie Moison. Est-ce qu'il y a une volonté des pouvoirs publics d'encadrer la standardisation des contenants? C'est une question que je vois ici. Alors, écoutez, oui, tout à fait, puisque de toute façon, dans la loi AJAC, il est demandé aux éco-organismes, donc on pense à Citeo, mais il y a l'éco qui revient aujourd'hui aussi un petit peu sur le marché en vue de son réagrément pour l'année prochaine, enfin sur 2023, puisque les agréments s'arrêtent fin 2022. Et donc, dans la loi AJAC, il est en effet demandé aux éco-organismes qu'ils créent des gammes standards d'emballage réemployable pour la restauration et les produits frais et les boissons à horizon 1er janvier 2022. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui va se développer et qui va d'autant plus se développer qu'avec le projet de loi climat et résilience, article 12, il est indiqué qu'il est… il est démontré, en tout cas, une volonté de développer les emballages réemployables en verre avec une possible généralisation du principe de la consigne, donc pour là, les bouteilles et les emballages en verre à horizon 2025. À partir de 2025. Donc oui, il y a une volonté forte là des pouvoirs publics de pousser vers cette solution. Oui, c'est quoi la loi qui le prévoit? C'est la loi AJAC là qui… Alors, AJAC pour ce qui est l'obligation des éco-organismes, et là, ça va être l'article 65, et la loi climat et résilience, ça va être l'article 12. D'accord. Les entreprises sont responsables de la seconde utilisation de leur conditionnement, que dit la loi?
Alors là, ça va dépendre un petit peu des matériaux, mais de toute façon, si on est sur un emballage réutilisable, point de vue contact alimentaire et notamment pour les emballages plastiques, et bien là, ça suppose de faire des analyses de migration spécifiques, pour lesquelles d'ailleurs la réglementation est devenue un petit peu plus stricte depuis le règlement 2020-1245 de septembre 2020. Et donc, voilà, en fait, on ne peut pas se dire je prends un emballage unique et je m'en sers comme d'un emballage réutilisable. Il y a aussi les aspects critères contact alimentaire spécifiques pour des emballages réutilisables. Alors, de façon beaucoup plus précise et contrainte au niveau des plastiques que des autres. Alors, au niveau de tout ce qui est alu, acier inox, tout ça, il y a quand même le guide du Conseil de l'Europe qui a été validé par le DQM qui prévoit aussi une validation pour des emballages réutilisables de façon un peu plus formelle que la fiche que notre réglementation DGCCRF. Et puis pour le verre, je dirais que la réglementation pour l'instant est relativement plutôt light, mais probablement en cours de discussion. Mais voilà, donc il y a des obligations réglementaires pour être sûr que les emballages restent sûrs quand même et ne transmettent pas ni goût, ni odeur, ni molécules susceptibles de générer un risque sanitaire. Bon. Donc, les choses sont précisées. Et les industriels, là, vous les sentez comment ? Je pense que de toute façon, vu toutes les incidences et tout ça, je pense que les industriels vont peut-être commencer plus par se poser des questions, en effet, peut-être en B2B, ne serait-ce que pour tout ce qui va être livraison de PAI. Vous avez aussi, dans le cadre de la loi AJAC et Egalim, l'interdiction de cuire, de réchauffer et de servir dans des emballages plastiques pour tout ce qui va être restauration scolaire, périscolaire et autres. Ça va peut-être aussi obliger à trouver d'autres solutions d'emballage et en effet, peut-être qu'un système d'emballage consigné réutilisable va créer une première brèche. Et puis, on l'a vu, pour le portage à domicile, interdiction d'emballage à usage unique à horizon 2022. Donc, on va aller vers des emballages réutilisables, réemployables avec des consignes. Et puis, il y a, je crois, une expérimentation à laquelle on participe un peu avec Barnier qui est en cours, mais qui sera certainement évoquée. C'est un sens qui va se faire. Par contre, pour certains produits frais, c'est vrai que si on veut réemployer un emballage, par exemple plastique, qui est sous atmosphère modifiée, on va se retrouver avec la problématique de la scellabilité, avec la problématique potentiellement que l'emballage a gardé l'odeur. Donc, ça veut dire retravailler à l'emballage ou trouver un système complémentaire au lavage pour enlever l'odeur. Et puis, ça veut dire trouver une autre technique de soudure. Donc, voilà, c'est des éléments sur lesquels nous, on est en train de sensibiliser les entreprises pour mener des projets R&D parce que là, il va falloir faire de la R&D et une modification forte au niveau du process. Et ça ne va pas être non plus demain. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui ne sont pas intéressantes, qu'il va falloir étudier. Et nous, on est en train de proposer aussi à nos adhérents de lancer un projet là-dessus. Ouais, merci beaucoup Sylvie, nous voilà arrivés à notre petite phase de questions-réponses et peut-être qu'on peut, je ne sais pas, Dominique va prendre le micro, mais en attendant peut-être que Hugues Pelletier peut redire oralement ce qu'il a écrit dans le volet de chat, ce qui est fort intéressant. Non, je voyais une question de Patrice qui disait est-ce que finalement le marketing ne va pas résister? Mais le marketing, les équipes marketing et direction marketing détestent la consigne et le réemploi. Et en effet, ils ne peuvent pas avoir l'emballage en plastique avec des trucs de toutes les couleurs, de toutes les formes, etc. C'était un super terme d'expression. Mais en attendant, les consommateurs attendent un nouveau rapport à l'emballage, que ce soit à travers le vrac ou le préemballé. Donc, il faut répondre à cette attente. Et si ce n'est pas le consommateur, c'est l'État qui va l'imposer. Donc, par rapport à ça, aux directions marketing de réfléchir à la bouteille, à l'emballage standard. Peut-être l'étiquette fera la différence. C'est l'exemple que je donne. Entre une bouteille de Bordeaux, entre une piquette de vin de table et un grand cru classé, finalement, c'est la même bouteille. D'accord ? Et c'est juste l'étiquette. Et donc, c'est construire l'imaginaire, la communication, les réseaux sociaux autour de ce produit, la conforter. Et donc, le marketing passera sans doute par d'autres canaux que l'emballage. Mais voilà, ça fait partie aussi des transformations à venir et qui sont aussi très intéressantes à suivre. Ouais, on a peine à imaginer quand même que des bouteilles très marketées comme Coca-Cola ou Orangina puissent disparaître pour être remplacées par des bouteilles standardisées et récupérables, même si évidemment ces bouteilles sont déjà d'ailleurs réemployées pour certaines d'entre elles.
Peut-être Nicolas, non, qui était en point de vue? Oui, bah oui, oui, oui. En fait, c'est juste, faut rappeler ce que c'est le marketing. C'est répondre à des attentes consommateurs. Donc, soit on est frileux et on attend que le marché soit mature, comme pour le vrac, on voit, comme l'a dit Renesson, sur les marques qui se lancent. Soit on est ambitieux, pionnier, et on veut se lancer dès maintenant, et la solution qu'il faut, c'est la standardisation. Je lisais un article hier de la brasserie Deccan Donuts. En fait, c'est le syndrome du parfumier. On vend quoi? On vend un produit, on vend pas un emballage. Donc, l'important, c'est le contenu et pas le contenant. Et le contenant et la standardisation, c'est important. Et quand on verra que les ventes progressent parce qu'un article est apte au réemploi versus un article qui est dans un emballage à usage unique, je pense qu'on ne se posera plus la question. Je veux juste rebondir à ce que dit Nicolas. L'histoire du parfum, il y a un siècle, les parfumiers, c'était des sublimes flacons. Guerlain, l'histoire de Guerlain et qui reste, c'est des très beaux flacons qui étaient vendus et on venait ramener son flacon pour le remplir. L'histoire du parfum, c'est du réemploi. Ouais. Et donc, ça peut revenir, ça aussi. Très intéressant. Dominique? Oui, alors il y a deux grandes questions là qui ressortent, puisque la standardisation a été abordée. On a Guillaume Antoine qui pose la question, le pot vert est réemployé, mais est-ce que les bouchons le sont aussi? Nettoyabilité, sans doute peut-être plus compliquée. Et puis j'ai une autre question, celle de Marion. Quelle est la zone de bascule entre le poids idéal et l'intérêt environnemental? Donc là, ça rebondit à la question de Patrice, qui est très actif, merci Patrice, très actif dans ces questions, qui demande par rapport au poids des bouteilles, n'y a-t-il pas une contradiction dans le fait d'alourdir des bouteilles, du coup plus consommatrices de ressources fossiles à la fabrication, pour un système censé être plus vertueux? Je peux peut-être répondre, si ça vous va. Pour ce qui est du poids des bouteilles, donc effectivement, il faut que le taux de retour soit intéressant pour que le système soit plus écologique, ça c'est évident. Ce que montrait une étude, une analyse de cycle de vie qui a été faite dans le contexte alsacien, donc avec un réemploi à échelle régionale et une usine verrière présente dans la région. Donc on a comparé le système de consigne par rapport au système de réemploi et le résultat a été assez édifiant, c'est qu'on économise 76% d'énergie, 33% d'eau et on évite 79% d'émissions de CO2 avec une bouteille réemployée par rapport à une bouteille recyclée. Et donc, dans ce comparatif, la bouteille réemployée était plus lourde. C'était une bouteille plus lourde que la bouteille recyclée à usage unique. Donc, tout dépend du système qu'on arrive à mettre en place. Donc, bien sûr, il y a dans un lancement de filière, il y a des choses à mettre en place pour que les taux de retour soient bons. Donc, ça peut être la consigne monétaire, la communication, ça passe beaucoup par la communication orale. En fait. Les taux de retour sont très bons dans les magasins où il y a une bonne communication orale, mais la consigne monétaire sera indispensable à un moment donné. Et tous ces leviers-là permettent d'améliorer le taux de retour et de rendre encore plus intéressant le système de consigne. Bien sûr, le rayon aussi de réemploi est très, très important. Donc, avec un système de collecte et de réemploi en région. Est-ce que ça répond à la question? Oui, et puis justement, Célie, il y a cette fameuse question, ok, on parle de réemployabilité pour tout ce qui est verre ou plastique, voilà, quand on peut le faire. La question des bouchons, il me semble que vous êtes en lien avec une structure qui se lance dans le recyclage des bouchons. Alors nous, on est en train de laver des bouchons mais ce sont des bouchons mécaniques pour une bouteille justement avec bouchon mécanique, une bouteille de type bière ou limonade. Par contre, tout ce qui est bouchon de bocaux, dans un premier temps, on ne va pas. Enfin, les premiers tests sont pas très bons. Donc on peut continuer à explorer des nouvelles solutions, mais dans un premier temps, on ne les récupérera pas. Vous parlez de ceux de la maison Gabory, par exemple. Par exemple. Ou alors des bouchons, des litres fraîcheur, ces bouteilles de 1 litre qu'on utilise pour le lait ou les jus, par exemple. Ouais. Ça peut venir. Hein, c'est quoi les difficultés techniques? C'est justement le problème de tout ce qui peut se retrouver dans l'écran intérieur. C'est compliqué à nettoyer ces bouchons. C'est vraiment un problème bactériologique, là, pour le coup.
Dominique, on a fait le tour des questions. Oui, tout à fait. À noter, il y avait quand même des questions concernant la consigne dans la table ronde de VRAC précédente, avec des questions de notamment Pauline qui posait la question: avez-vous également votre propre filière de recyclage pour vos pots individuels? Donc ça, adressé à invitation à la ferme. Le consommateur peut les ramener directement dans le point de vente. C'est bien cela, point d'interrogation. Donc ça, c'est par rapport aux solutions côté lait. D'accord. C'est pour moi la question? Alors oui, invitation à la ferme, d'accord, Jean-Michel, ok. tout à fait. Ouais. Eh ben, je me réveille. Effectivement, on a aussi la possibilité donc, qui est offerte aux consommateurs. On met des containers en carton dans les points de vente. Et le consommateur peut ramener ses petits pots en plastique ou ses pots de 500 grammes, puisqu'en fait, on n'utilise que du polypropylène pour tous nos contenants, que ce soit les seaux de 5 kilos, les pots de 500 ou les petits pots à l'unité. Par contre, ces petits pots à l'unité, ils sont ramenés en point de vente, on les récupère, mais on ne les réutilise pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce n'est pas gérable de les laver, enfin, on a des difficultés à les réutiliser. Et donc, ils sont broyés pour être ensuite réutilisés pour faire d'autres produits en plastique. Très bien. Eh ben, merci à vous, merci Dominique. Je pense qu'on a fait le… Oh non, on n'a pas fait le tour, bien sûr. Impossible de faire le tour. Mais en tout cas, l'heure est venue de nous arrêter puisqu'il est déjà midi 6. Bravo, Antoine. On avait dit jusqu'à midi. D'avoir un peu explosé le chronomètre. Non, de 5 minutes, c'est parfait. Je vois tout de même une main qui se lève et je me demande si je ne vais pas prolonger encore d'1 minute. Ah oui, d'Héloïse. Je peux me permettre, c'est gentil. Non, je voulais remercier tout le monde, féliciter tous ces témoignages. Je vais envoyer quelques infos dans le chat pour dire qu'on a un appel à projet économie circulaire. Célie a été une des premières bénéficiaires, donc vous voyez que ça peut fonctionner. Heureusement, elle a eu d'autres aides que la nôtre, ce qui a permis quand même de booster le truc. Donc, Monsieur Pelletier, je vous invite à regarder pour 2021 parce qu'on serait ravis d'accueillir autre chose que la consigne en verre pour compléter l'offre. Que tous les lauréats sont aussi en information sur ce site et qu'on a une plateforme cartographique qui recense les projets économie circulaire. Parce que comme vous l'avez compris, et je pense qu'on ne le répétera jamais assez, c'est le coopératif et le collaboratif qui fait qu'on avance ensemble et qu'on ne tourne pas en rond, mais qu'on continue de tourner pour avancer. Donc du coup, voilà, je vous invite à connaître ce qui peut se passer par ailleurs, à plutôt créer des synergies que des concurrences et de la compétition, parce que je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Qu'il n'y a pas de solution unique, mais des complémentarités, qu'il y a de la place, parce qu'il y a beaucoup à faire, et qu'effectivement, en fonction du produit, en fonction de là où on est, en fonction des acteurs qui sont présents, et ben la solution, elle se trouvera comme ça, et pas juste par une lubie de l'esprit, mais parce qu'on s'adaptera au territoire, on s'adaptera aux conditions, et on travaillera ensemble. Voilà, je voulais juste donner un petit mot de conclusion par rapport à ça, et féliciter toutes les interventions. Bon, merci à vous, merci à tous. Alors, plusieurs petites précisions. D'abord, pour info, nous allons sortir un guide des acteurs du changement, non pas moi, mais Dominique Hervouette, qui évoluera au fil d'arrivée des nouvelles solutions, nous précise-t-elle dans le volet de chat, donc je le redis oralement pour que ce soit bien clair. Je dois également vous préciser que cet après-midi, pour les 3 ateliers qui s'annoncent passionnants, qui commencent à 14h, il vous est recommandé de vous connecter dès 13h45. Ça vous laisse un petit peu de temps pour déjeuner. Voilà. Je vous remercie à toutes et à tous. Et n'oublions pas la conférence ACV, pardon. Mais oui, bien sûr, absolument. À 15h30, qui va répondre à une transversalité de questions concernant tout ce qu'on vient d'évoquer ce matin. Absolument, oui. Bon, très bon après-midi à tous. Merci beaucoup à tous. Merci, bon appétit. Merci. Au revoir.